Merci Bertrand, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, pourquoi ventiler? Le grand public pense souvent qu'on ventile surtout pour éliminer la vapeur d'eau afin d'assurer un bon confort et éviter le développement des moisissures et des champignons comme sur cette jolie photo. Mais ce n'est pas toujours le principal. Ça peut être pour des raisons naturelles. Le radon, on en a parlé tout à l'heure, les 4 départements bretons sont spécifiquement à risque. Mais ça peut être aussi pour limiter la teneur en formaldéhyde entre 10 et 50 microgrammes par mètre cube. Là, c'est plutôt les matériaux de construction, les produits d'entretien, bref, ce qui est plutôt lié aux habitudes de vie. Mais ça peut être également pour maintenir un taux de CO2 inférieur à 1000 ou 1300 ppm parties par million selon les cas. Ça peut être le cas pour cette salle-ci ou une salle de classe, par exemple. Mais cette ventilation et ce renouvellement d'air, c'est une énorme charge thermique. Vous voyez ici la correspondance entre le taux de renouvellement d'air en volume par heure et la consommation de chauffage qui est associée. J'ai rappelé aussi qu'aujourd'hui, on est au stade, on nous demande d'être au stade d'environ, j'ai résumé, j'ai simplifié, environ 50 kWh par mètre carré par an. Comme vous voyez donc, les taux de charge thermique, il en résulte que la qualité de l'air intérieur est un enjeu majeur, pas toujours bien résolu, parce qu'il y a ce conflit performance énergétique et exigence sur la santé des occupants. Là aussi, j'ai résumé parce que ce serait beaucoup trop long en 10 minutes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour assurer l'évacuation de tous ces polluants, il faut avoir un débit permanent d'au moins 0,6 volumeur. C'est pour ça que ce conflit est vraiment important. Il faut aussi dire que les bâtiments aujourd'hui sont en basse consommation et qu'en 2020, c'est dans 5 ans, c'est demain, on nous demandera de faire des bâtiments passifs qui seront donc eux aussi de plus en plus étanches à l'air. On entend dire qu'il y aura des mesures de ventilation aux bouches à la livraison des chantiers et on entend dire aussi qu'il y aurait des mesures de qualité d'air intérieur. Comment ventiler ? On a parlé de l'ouverture des fenêtres tout à l'heure. Cette solution peut être effectivement nécessaire, mais en tout cas n'est pas suffisante. Vous voyez ici une salle de classe. Voilà, le début du cours à 8h15. Au bout de... Alors ça c'est la limite, 1300 ppm, c'est la limite en concentration de CO2 admissible. Au bout d'une demi-heure de cours à 8h45, on est déjà au double, à 2500. Et à la fin du cours, au bout de 50 minutes, on est quasiment au triple. Alors effectivement, on a ouvert les fenêtres pendant 10 minutes. Mais on ne reste pas, on reste au-dessus du double de la concentration admissible. La ventilation naturelle, elle s'opère par tirage thermique naturel, d'une part par l'effet cheminée et d'autre part par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, et aussi par l'effet du vent. Si cette solution peut paraître sympathique, elle ne garantit pas les bons débits. Soit elle est trop faible, notamment quand il y a un anticyclone, pas assez de vent. En mi-saison, pas assez de différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, ou en inoccupation. Soit le débit peut être 20 fois supérieur, par grand vent. Et en Bretagne, on connaît un peu le sujet, surtout dans le Finistère. La ventilation naturelle ne permet pas non plus de récupérer la chaleur de l'air extrait, et on perd ainsi environ 20 kWh par mètre carré. Alors il y a aussi la ventilation naturelle assistée, c'est-à-dire que quand on est en sous-débit, il y a une assistance sur le moteur pour avoir au moins un débit minimum, mais on ne résout pas le problème du débit beaucoup trop élevé. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas forcément beaucoup plus simple que des systèmes qui peuvent faire plus peur, comme la double flux, par exemple. Et puis, on ne récupère toujours pas la chaleur sur l'air extrait. La ventilation hydro-réglable. Là, le principe, c'est de ne ventiler à plein régime qu'en présence des occupants en régulant le débit extrait sur l'hygrométrie intérieure. Du coup, effectivement, le débit théorique n'est que de 0,3 volumeur, on est à peu près dans les clous, et ça permet ainsi de faire des économies d'énergie. Mais comme je viens de le dire tout à l'heure, on n'évacue pas les autres polluants. Donc, la ventilation hydro-réglable, je l'ai mis en rouge, c'est important, ne permettra jamais de respecter des débits de 0,6 volumeur, valeur minimale pour respecter les concentrations en CO2 et en formaldéhyde. Enfin, la ventilation double flux. Le principe est relativement simple. On extrait dans les pièces dites humides, là où il y a de l'eau, WC, salle de bain, cuisine. Cet air extrait, mettons chauffé à 20 degrés, va rentrer dans un échangeur.
et va transmettre dans cet échangeur une partie de sa chaleur à l'air rentrant qui, par exemple, s'il est à 10 degrés dehors, au lieu de rentrer dans la maison à 10 degrés, va rentrer à 18 ou 19. Et on introduit cet air dans les pièces sèches, et ensuite, par le détalonnage des portes et des grilles de transfert, on assure un bon balayage. Voilà. Ce système est relativement simple dans le principe. Par contre, effectivement, il nécessite beaucoup plus de soins et de qualité, d'une part à la conception et à l'installation, mais aussi à la maintenance. Jean-Yves Le Sec vous nous en parlera largement tout à l'heure. Un tout petit exemple concernant la conception. On voit ici, par exemple, une classe dans une école avec une grille de soufflage qui a été posée du même côté que la grille de reprise. Et on a fait des mesures. Donc c'est l'ADEME et le cabinet Inertec qui avaient fait ces mesures-là. On se rend compte qu'effectivement, on a un mauvais balayage et on a, pendant plus de 50% de l'occupation, la concentration en CO2 qui est supérieure aux normes. C'est un peu dommage d'avoir investi dans une double flux et de l'avoir raté jusqu'à avoir ce genre de résultat. Et il aurait fallu avoir 2 grilles de soufflage d'un même côté et 2 grilles de reprise de l'autre pour avoir un bon balayage. Donc ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, Jean-Yves en parlera tout à l'heure. Un autre point important, c'est la maintenance et le remplacement notamment des filtres. Là, on voit sur cet exemple une centrale de traitement d'air double flux de logement collectif. On a à gauche ici, on est en juin 2009 et là, on est en avril 2010. Il s'est écoulé 10 mois. Pendant les 3-4 premiers mois, on voit que le débit d'air le débit d'extraction en rouge et le débit d'insufflation en bleu décroissent légèrement, mais ça reste cohérent par rapport aux 2000 m3 initiaux. Et puis là, si le débit d'extraction continue à décroître gentiment pour, au bout de 10 mois, avoir baissé uniquement d'un quart, pour le débit d'insufflation, c'est la chute libre. Et on a pratiquement divisé par 4 le débit au bout de 10 mois. Et ici, on a tenté des nettoyages sommaires de filtres d'air neuf, mais ça n'a pas suffi. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça pour faire un focus sur l'importance de cette maintenance. En conclusion, je considère que la ventilation naturelle ne répond pas aux objectifs. Soit on a les objectifs sanitaires et pas énergétiques, soit c'est l'inverse. La ventilation hydroréglable ne répond pas aux objectifs sanitaires si elle est bien installée. Elle ne répond pas aux objectifs énergétiques si elle est mal installée, parce qu'en fait, ça revient quasiment à une simple flux autoréglable. La ventilation double flux sera probablement la seule solution pour avoir à la fois les débits hygiéniques et respecter les objectifs de performance énergétique. Et ça sera, je considère que c'est déjà le cas aujourd'hui, mais avec l'arrivée de l'ART 2020, ça va le devenir forcément. Mais c'est vrai que c'est un système qui nécessite une conception, une installation et une maintenance de grande qualité. Je m'arrête là, Philippe. Oui. Je continue ? J'ai pas dépassé les minutes. Il nous reste un petit peu de temps. Ah, non, ça va. Non, je pensais que ça aurait été éventuellement une question. Et la double flux dans l'existant ? Et la double flux dans l'existant, ça existe. Hein. Ce n'est pas encore très répandu, mais ça s'appelle la ventilation décentralisée avec récupération de chaleur. Je trouve que c'est un principe qui est assez intéressant. Dans l'existence, ce qui est coûteux, c'est souvent le passage des gaines. Et là, en fait, on peut mettre un appareil, par exemple, dans une école, un appareil par classe, ou bien alors, dans une habitation, un appareil pour quelques pièces contiguës. Et ça permet d'avoir des réseaux de gaines très très faibles. Et aujourd'hui, il y a des produits qui existent. Hein. Je ne vais pas citer de marque, mais voilà. Je pense que ce principe a de l'avenir. Un autre point, tant qu'à avoir récupéré une partie de la chaleur de l'air extrait, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, là, vous avez l'air sortant qui a transmis une partie de sa chaleur à l'air entrant, mais cet air-là, il est encore à 10-12 degrés. Et donc, on a encore un tas de calories à lui prendre. Et on peut, par exemple, envoyer cet air-là sur un ballon thermodynamique pour fabriquer de l'eau chaude, sur une pompe à chaleur RR pour réchauffer encore mieux l'air entrant. Voilà, ce sont des solutions. Je pense que ce sont des solutions qui existent déjà, qui ne sont pas encore très répandues, mais tout reste à inventer de ce côté-là.
En tout cas, il faut continuer à puiser toutes les calories possibles sur cette aire sortant. Voilà, je vous remercie de votre attention.